Bon, c'est pas vraiment la tête à laquelle vous attendiez. Sans plus attendre, Eddie et sa dernière merguez. Dans son infinie bonté, Flavien, qui, non content d'avoir misé pour moi aux enchères japonaises, de m'avoir hébergé chez lui et invité à participer à une course sur un circuit paumé au milieu des montagnes et j'en passe, mais veut aussi préparer une petite intro spécialement pour ce projet. Dommage, le fichier audio correspond pas à la séquence vidéo, mais le cœur y est. Donc retour sur notre chantier du moment, la Mercedes 500 SL R129 de 92. Celle-là même qui a végété un peu trop longtemps chez lui, avant de finalement embarquer pour son plus grand voyage. Ah, voilà qui dégage. Avant de finalement trouver l'origine de son mal, on avait pas mal échangé sur divers aspects, dont le réservoir en acier, qui parfois révèle de funestes surprises. Justement, on va commencer par statuer sur son état en priant que ce qu'on va y voir rappelle pas une expérience traumatisante à base de Mondeo de la BAC. Et bah pour une voiture manifestement laissée en plan quelques années, on s'en sort bien, peut-être qu'elle avait le plein. Ça aide. En tout cas, on peut déjà oublier ce gros problème potentiel. Le réservoir est impeccable, contrairement à ce que l'état du bouchon pouvait laisser craindre. Nettoyer ça quand même. On peut repasser sur la source des 2 mois de galère à diagnostiquer à distance, les distributeurs d'allumage. Au programme, encore un peu d'humidité, elles sont connues pour ça, et des contacts un peu corrodés, mais bon, on a vu bien pire sur d'autres M119. En attendant de les remplacer, un bon coup de propre et de séchage devrait nous permettre de préparer un prochain essai sur route. Mais avant, je vais m'intéresser au principal problème qu'on avait détecté au Japon, la boîte qui donnait l'impression de vouloir assassiner le différentiel. Ouais, niveau boîte, on n'est pas au... C'est pas transcendant. C'est pas mieux. Bon. Le pont, il prend tellement cher à chaque fois. En y regardant de plus près, il y a peut-être bien un problème avec le tuyau. Est-ce que j'arrive à vous montrer? J'ai l'impression qu'il est écrasé sur lui-même, mais là, à mon avis, ça passe plus. Donc, je vais changer ce petit morceau. Et quand on pourra tester, on verra si la boîte fonctionne mieux ou pas. Cette dépression est connectée au modulateur. Sur les boîtes purement hydromécaniques, donc sans solénoïde, c'est un circuit primordial. C'est ce qui permet à la boîte de fonctionner dépendamment de la charge moteur. Donc ça paraît rien comme ça, mais ça pourrait être le seul responsable du comportement hyper brutal de la transmission. Et à part un bouchon d'admission un peu fissuré, c'est la seule anomalie que j'ai trouvée, même en utilisant la machine à fumer. On peut donc continuer à faire le tour des principaux problèmes. Il n'y a pas grand chose de plus chiant qu'une bagnole qui consomme du courant, où on doit tout le temps débrancher la batterie. On va essayer de trouver quel est le consommateur, le gros consommateur qui faisait que en une nuit elle bouffait une batterie facilement. À moins que ça fasse déjà partie des trucs que j'ai débranchés. On va mesurer ça au multimètre. Le principe, c'est d'utiliser cette borne là. Donc dans ce cas de figure, le multimètre fait partie intégrante du circuit électrique de la voiture pour mesurer la consommation. C'est déjà une petite console là, donc peut-être que dans tout ce que j'ai débranché, il y avait le problème. Je supposais que ça pouvait venir de la commande de siège que j'ai déjà changé. Il me semble que c'est une valeur acceptable. Et après avoir rebranché la platine de commande du siège passager, effectivement, c'était ça. Un décontacteur fermait le circuit en permanence, sans faire bouger le siège, mais on entendait un truc claquer quasiment toutes les secondes. Avant de pouvoir poser les plaques temporaires et de se mettre au volant de la SL, ce serait bien d'être en capacité de voir ce qui se passe devant, à travers le pare-brise. Mais je vais conserver tous les stickers, vous inquiétez pas, ça fait maintenant partie de l'histoire plutôt atypique de cet exemplaire. Oui, elle met 3 plombes à démarrer, mais je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Pour ses vrais premiers tours de roue sur le bitume français, Clara m'a fait la surprise de se joindre à moi. Voilà qui fait monter le stress d'un ou 2 crans.
Ah, la première panne. La première panne tellement prévisible. Elle tournait déjà mal tout à l'heure quand on a fait une petite pause et là ça s'est pas arrangé. Je pense qu'il y a de nouveau de l'humidité dans les têtes d'allumage. Donc j'attends de l'assistance et puis bon, on va voir si c'est ça. Et j'ai réussi à faire de la peine à Rémi, mon maître S carrosserie, qui est venu m'apporter quelques outils pour déposer les distributeurs et les sécher, puisque sans surprise, ils étaient pleins d'humidité, comme prévu. Qu'est-ce que tu dis alors? Bah là, c'est ça qu'on a le summum de la fiabilité, une voiture allemande qui vient du Japon. Oui. Et la preuve? Elle est venue jusque là quand même. Ah oui, mais je me disais, dis rien Clara, ça m'étonnait qu'elle ne se moquait pas de moi, mais en fait elle le fait à sa manière. Et je peux pas lui en vouloir, c'était mérité. Il y a juste la porte passager, donc je passe faire un peu de débosselage. Ça va avoir une vraie complète à faire. Allez, c'est le moment de refaire un petit tour. Tout seul, comme ça on tombera pas en panne, puisque ça arrive que quand Clara est avec moi. Ce qui fait que maintenant, évidemment, elle part avec un a priori plus que négatif au sujet de la voiture. Ça va être compliqué de la convaincre de nouveau tenter l'expérience. Je vais remettre le combiné de ventile, les commandes, parce que je vais rien voir sinon. Vous avez vu l'épisode 1 à la fin duquel l'intérieur était plus ou moins terminé, et là vous comprenez pas, c'est normal, ça s'appelle un anachronisme et c'est le prix à payer pour faire des épisodes à thème. Désolé. Franchement, à l'état, elle fonctionne pas mal, je dois dire. Après avoir enlevé l'humidité qui s'était de nouveau déposée dans les têtes d'allumeur, ça, ce sera un chantier pour plus tard pour essayer de fiabiliser ces pièces. Mais ouais, franchement agréable. C'était le premier ressenti que j'avais eu quand j'avais essayé la voiture au Japon. Très agréable à conduire à la cool. Au rang des défauts, il y a le voyant ASR qui s'allume. C'est l'anti-patinage. La boîte, je suis content de ce qu'on a fait précédemment parce qu'a priori ça a fonctionné. C'est pas la plus douce du monde, mais c'est beaucoup mieux que lorsqu'on l'avait essayé au Japon. À la conduite, le truc le plus désagréable, c'est les roues carrées. C'est mieux quand c'est rond quand même, c'est plus agréable. C'est un autre signe qui montre que la voiture est restée immobilisée pendant longtemps. Dehors, manifestement, vu l'état de la peinture. Elle n'a pas eu une vie facile. Pour les 58 000 km qu'elle a faites, quand on voit l'état de l'intérieur, ouais, j'en suis plutôt content. Au niveau carrosserie, il y a très peu de travail. Peinture complète, par-dessus une base qui est vraiment splendide. Niveau compteur, comme tout est en kilomètres au Japon, c'est bien. Il y a juste un détail, c'est l'économètre. Il n'est pas en litres au 100, il est en kilomètres par litre. Alors, autour des 10, forcément, je sais m'y retrouver, ça fait 10 litres au 100. Mais je dois dire que pour le reste, ouais, c'est pas le truc le plus lisible pour moi. Mais d'après ce que je vois, ça va pas être son point fort, la consommation. Mais je pense que personne ne sera surpris. Niveau mécanique, pour l'instant, on n'a vraiment pas fait grand-chose. Pour le coup, c'est Flavien qui a le plus travaillé en remplaçant les 8 injecteurs. Quand j'ai misé sur cette voiture, après coup, j'ai été un peu déçu lorsque je me suis rendu compte que c'était le dernier millésime dans lequel on retrouvait le 4G-tronic. Après, on a une injection moderne. D'après ce que j'ai vu, le compteur kilométrique est extrêmement optimiste. Je vais essayer de voir à quel point. Il faut que je regarde d'ailleurs quelle monte pneumatique il y a sur cette voiture. J'ai vraiment des bruits bizarres de couinement à l'avant. On dirait une poulie qui... Les 326 chevaux de ce V8 sont bien présents. Je vous montre ce que ça donne au kickdown. Après, quand on voit la fiche technique de la voiture, notamment le poids, on se rappelle que c'est pas du tout une sportive. Quasiment 2 tonnes. Hein. Ce qui est drôle, c'est que c'est probablement pas plus logeable que les MX-5, mais ça occupe beaucoup plus de mètres carrés. Pour l'instant, j'ai pas grand chose à dire de plus, elle fonctionne plutôt bien, c'est agréable comme je disais, même s'il y a encore des points d'amélioration. Puisqu'on a un peu mieux fait connaissance avec la mécanique, on peut s'accorder une petite pause pour traiter de The Elephant in the Room. Cette aisselle est un peu spéciale. Et c'est là que j'ai eu le nez fin, puisque aujourd'hui, en trouver une avec le kit complet Lorinser, ça doit être foutrement ardu.
Ça, plus la couleur plutôt atypique associée à son kilométrage ridicule, on a une superbe base de travail. Bon, mais c'est vrai que quand elle fait ça, c'est moins classe. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, je vais me débarrasser de la fonctionnalité vibromassante de la voiture. Ça m'intéresse pas trop. On va remplacer ces pneus. Ils sont de 2017 soi-disant. Mais d'aspect, je trouve qu'ils font beaucoup plus vieux que ça. C'est bizarre. Ils sont secs de chez sec. Ce qui peut être un autre indice qui montre que la voiture a été abandonnée à l'extérieur pendant un bon bout de temps. C'est fort possible en tout cas. Et heureusement pour moi, l'outil spécial pour démonter les centres de roue Lorinzer était dans le coffre. Pas en super état, mais fonctionnel. C'était juste très grippé. Des créations humaines non motorisées, le cric est largement l'objet le plus bruyant jamais inventé par l'homme. Soulève les deux roues à la fois, ça me fera gagner du temps. Vraiment demain je vais monter des pneus qui sont. Enfin ils sont à 0% d'usure quoi, ils sont neufs. Avec ça, fini les plats et bonjour à la précision compteur. Et puis aussi bye bye aux craquelures. Normalement, ils sont partis en fumée entre les mains d'un abonné de la chaîne qui a répondu à ma proposition de don sur le groupe Facebook. Je vous rassure, le temps est enfin venu de régler ce problème. Dans un moment d'égarement, sûrement déconcentré par le passage d'un vendeur de tofu ambulant, Flavien a malencontreusement cassé à ras la conduite dans l'injecteur de départ à froid. Je vais pas rentrer dans les détails du processus de recherche pour en trouver une de remplacement, mais à 200 balles, la pauvre bouturie d'occasion, j'étais sur le point d'en faire une sur mesure. Voilà notre canalisation d'injecteur de départ à froid qui était cassé et qui l'est toujours. Une autre canalisation de départ à froid qui ne l'est pas. Et celle-là en plus elle a une histoire assez marrante. Elle vient d'une casse à Gièvre. Et ouais, vous ne devinerez jamais sur quelle voiture ça a été démonté. Je peux juste vous dire qu'un type qui s'appelle Aurélien est le dernier mécanicien à avoir touché à la voiture avant que ça tombe entre mes mains. Après d'âpres négociations avec le bordel de tuyaux ambiants et à deux doigts de péter celle-là aussi, j'ai quand même réussi à la remettre en place sans déposer la moitié de l'admission.
là j'avais pas serré, c'était juste pour voir si j'avais bien de la pression qui arrivait. Et, a priori oui. Bien. Il n'y a plus qu'à serrer. Donc l'injecteur c'est bon, mais le couinement à la con devient franchement impossible à ignorer. On va déjà faire un démarrage sans la courroie d'accessoires, histoire de voir si un des périphériques est en cause. Plus de couinement, alors soit ça vient simplement de la courroie, soit... Ouais, on dirait bien que la pompe à air auxiliaire est un peu dézinguée. À ma connaissance, elle n'a qu'une seule utilité, accélérer la chauffe des catalyseurs en départ à froid. Donc j'ai demandé à Autoshop de m'envoyer une courroie plus courte qui va acheminer sans passer par cet organe pas franchement indispensable. On va oublier cette première tentative gênante durant laquelle j'ai pas choisi le bon cheminement. Voilà, c'est moins con comme ça. Bon, on voit probablement rien, mais il faut croire sur parole, c'est mieux. Ah, plus de couinement, et bah pour l'instant ça fera le job, à part si un jour je me décide à remplacer les roulements de la pompe. Je me suis rendu compte que côté gauche, il n'y a rien qui fonctionne sur ce feu. Et comme souvent, l'explication la plus simple et la meilleure aussi, les ampoules étaient juste cramées. Mais comme on est dans le coin et qu'on va bientôt passer un contrôle technique, on va préparer le terrain en inversant l'emplacement de l'anti-brouillard. Puisque cet essai a été livré en conduite à gauche au Japon, mais en respectant les réglementations locales, donc anti-brouillard à droite au lieu d'à gauche, comme c'est le cas chez nous. Et là, pour se mettre en conformité de notre contrôle technique, ça demande qu'un petit peu de temps en inversant une partie du faisceau et des emplacements des ampoules. Ok, de ce côté, tout marche et tout est en règle. Maintenant, on peut passer à l'avant où un autre problème nous attend. Jusque là, tout va bien. Là aussi, avec les anti-brouillards. Mais là, par contre, il y a un truc qui cloche quand on passe en plein phare. Et oui, côté droit, ça fonctionne pas et malheureusement, c'est pas comme l'arrière. C'est pas une question d'ampoule HS. J'ai vérifié la continuité et court-circuité le faisceau depuis la boîte à fusibles, mais sans succès étrangement. Il a fallu creuser un peu plus, j'ai dû y passer une paire d'heures avant de comprendre quel était le suspect idéal pour cette panne à la con. Parce qu'on peut légitimement l'appeler comme ça, non ? Je vous présente le module de contrôle de l'éclairage. C'est grâce à son intervention providentielle que vous êtes au courant que vous avez une ampoule à remplacer. C'est aussi une source de panne supplémentaire puisque... avant d'aller alimenter l'éclairage, la tension passe par ce circuit. Alors au premier abord, j'ai rien trouvé d'anormal. Bon, je me suis mis à retoucher quelques soudures, dans le doute, et puis j'ai fini par remarquer quelque chose. C'est assez difficile à voir ici, mais dans le coin en haut à gauche, il y a quelques soudures sèches. Donc les voilà après retouche, et on va espérer que ça fonctionne cette fois-ci. Voilà, j'ai rarement été aussi content de voir les pleins phares fonctionner. Vous noterez d'ailleurs que sur cette voiture, on a aussi des longues portées, ce qui est pas très courant finalement. Là, la première fournée de pièces envoyée par Autoshop. Ça nous permettra déjà de commencer sur de bonnes bases, notamment de corriger notre problème d'allumage récalcitrant. Et on commence fort avec le remplacement de l'essuie-glace avant.
Ouais, je sais, c'est impressionnant. Bon allez, suffit de déconner, on s'occupe vraiment de l'allumage cette fois. J'avais demandé 2 joints speed Arbracam à Alex, mais pour le moment on va se les garder de côté. Ceux d'origine sont encore parfaitement étanches. Moment rare sur cette chaîne, je vais remplacer les bougies. Je sais pas ce qui me prend en ce moment, mais on a tous besoin de temps en temps de se lancer dans des challenges un peu ambitieux, ça fait du bien à l'ego. D'après la couleur, en tout cas, niveau richesse, on est impeccable. Pour l'instant, pas la peine non plus de prévoir les joints de couvre-culasse, puisqu'il n'y a aucune entrée d'huile, où que ce soit. En fait, les seules traces d'huile qu'on voit ici, c'est parce que certains ont malencontreusement visé à côté du bouchon, il semblerait. Ah, d'ailleurs, faudrait que je demande à Racing Luke de me renvoyer un nouveau stock de bombes de dégraissant, parce que c'est pas comme si je les mangeais, mais presque. Et en prévision du vrai gros chantier de cet épisode, on va s'occuper des vérins de coffre. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Comme il reste bien ouvert en grand maintenant, je peux me risquer à y passer la tête et à virer la roue de secours qui est neuve, jamais servie, avec le pneu qui était dessus en sortie d'usine comme l'atteste le DOT. Tout ça pour accéder à ce qu'il y a sous la roue de secours. C'est presque vide, vraiment presque à sec. Donc on doit avoir une belle fuite quelque part, mais pour trouver il va falloir en remettre et tester. Ah oui, quand je parlais de fuite potentielle, je pensais pas à ce point-là. Là, il y a plus d'1 litre qui est parti au fond là-bas. Pas l'idéal. Et oui, c'est qu'on oublierait presque que c'est un cabriolet et non un coupé. Le hardtop lui va tellement bien. Donc ce que vous avez vu, c'est la pompe hydraulique de la capote et son réservoir qui est vide de nouveau. Pour avancer sur ce sujet, il va falloir déposer le toit en dur et déployer la capote que j'ai jamais vue jusqu'à présent. Bon, franchement, je m'attends au pire, mais je vais quand même être surpris. C'est la première fois que je la vois comme ça. Ouais, décidément, avec la capote, c'est bien le seul moment où une SLR 129 est pas très belle. Découverte ou avec le hardtop, ça reste une sorte de top modèle automobile. Vivement qu'elle retrouve une peinture à la hauteur de ses formes. Je vais me permettre une petite aparté qui n'en est pas réellement une, mais voyant les voitures que j'achète et sur lesquelles je travaille, vous pourrez croire que j'aime me faire chier. Mais dans certaines limites, c'est-à-dire que pour les placements de produits que je fais rarement, je ne veux pas m'embarquer dans des trucs trop compliqués, genre vendre des trucs qui feraient agrandir le pénis ou des trucs comme ça, parce que c'est difficile pour moi de promouvoir quelque chose que je n'ai pas testé moi-même et dont je sais que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas d'ailleurs.
Or, ici, s'agissant de Woco, j'ai commandé d'abord pour mon compte, avant de faire du placement de produit, je l'avais fait pour la 156 GTA. J'en ai racheté ensuite sans placement pour la Mondeo, pour le facelift du tableau de bord. Et c'est devenu un peu une habitude maintenant d'aller dessus quand j'achète une bagnole pour voir à peu près quelle est la dispo des pièces. Parce que, par exemple, pour la SL, c'est un peu compliqué de les acheter sur les sites d'annonces, d'autant que vous devez être au courant qu'il y a un certain nombre de tarés maintenant qui traînent dessus. Et donc là, j'ai trouvé des trucs intéressants. Je vous montre vite fait comment je les ai trouvés sur le site pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne si jamais vous ne l'aviez pas vu auparavant. Mais je me suis trouvé une commande de phare de remplacement parce que sur la mienne, je ne peux plus passer en anti-brouillard arrière. Et j'ai aussi trouvé un filet anti-remous, ce qui pourrait peut-être me permettre de convaincre Clara de réembarquer dans une nouvelle sortie en SL, en espérant que cette fois-ci, ça se termine pas de la même manière. Je vais voir tout de suite comment ça s'installe. En fait, il y a un double avantage, je trouve, à leur système, qui fait qu'en fait, dans les frais de port est inclus le tarif de retour si jamais la pièce ne vous convient pas, c'est qu'ils ont tendance à mettre en avant les défauts pour éviter que ça se produise justement. Par exemple, sur celui-là, j'avais vu dans l'annonce qu'il y avait un petit trou. Bon, c'est pas grand-chose, mais je suis content de le savoir avant de le recevoir. Et j'ai remarqué aussi un deuxième truc, parce qu'en fait, les frais de port pourraient passer pour un peu cher, mais comme je vous ai dit, ils incluent les frais de retour. Mais surtout, si vous arrivez à trouver des pièces chez le même vendeur, tout de suite, c'est beaucoup plus abordable. Par exemple, ça a été le cas ici pour les transports de pièces un peu volumineuses. Je m'en suis plutôt bien sorti. Donc, comment est-ce que ça s'installe? Voilà, je vais pas mettre les scratchs, mais ça va d'être comme ça. Nickel. J'ai ramené 2-3 autres nouveaux véhicules qui empirent d'ailleurs ma situation en termes de place, mais gravement, hein, vous verrez. Et même pour celle-ci, j'ai réussi à trouver de la pièce. Pourtant, vous verrez en temps voulu que c'est exotique. Et cette fois, j'ai réussi à vous dégoter un code si vous passez par l'URL ovoco.fr/creators/gasoline. Et avec le code gasoline, vous aurez droit à 15% sur le transport, puisque c'est pas Voco qui fixe le prix des pièces, donc ils peuvent jouer que sur ça. Enfin bref, on va reprendre le travail parce que j'ai beau avoir un filet anti-remous avec une capote qui fonctionne pas, j'aurais l'air con. Et d'ailleurs, cette capote, elle est comment au final? Eh ben, elle est vraiment état neuf, à part la lunette, qui est moins transparente évidemment. Le reste est assez incroyable à voir. J'ai même pu manuellement la verrouiller et tout semble bien en place, mais là le but c'est de la rendre fonctionnelle comme en sortie d'usine. Ce système là est du genre rapide pour l'époque et surtout totalement automatisé. Le problème de fuite vient soit d'une canalisation percée, soit, plus probable, d'un ou plusieurs vérins dont les joints ont lâché. Donc c'est assez simple, on va voir quelle tronche ils ont et s'ils sont pleins d'huile, on sait ce qu'il va nous rester à faire. Et donc sans surprise, soit ils baignent dans l'huile, soit ils sont déjà très suintants, donc on est parti pour remplacer tous les joints de tous les vérins du système. Donc il y en a 12 à faire, plus ou moins accessibles, et on va commencer par les numéros 9, 10, 11, 12, soit les vérins de levage et de verrouillage du couvre-capote. Donc évidemment, il faut les désolidariser de la voiture, mais aussi déposer les deux canalisations qui sont liées à chaque pour la rétractation et l'extension. Allez, premier cas de figure avec le vérin de levage du couvre-capote. Après avoir dévissé l'œillet de fixation, on passe à l'étape la plus périlleuse pour les mains et les nerfs, la dépose du circuit principal. La cause la plus probable de la fuite est juste là sous nos yeux avec un joint spi qui est resté lamentablement en place et qui s'émiette à la moindre pression. C'est le moment d'être concentré puisque le fait de les monter à l'envers rendrait l'opération totalement inutile et ça ferait encore pire qu'avant. Donc je vous laisse deviner ce que j'ai fait sur absolument tous les vérins qui ont suivi. Donc après avoir mis le nouveau joint spi d'une manière ou d'une autre, on peut remplacer le petit joint torique. Ensuite on réinsère le tout dans le corps du vérin.
Et il reste à remplacer les joints et bagues en laiton pour les canalisations hydrauliques. Et d'un, on peut passer au suivant, mais on va aller quand même beaucoup plus vite. Je vais pas vous détailler l'opération pour chaque, mais sachez que pour chacun d'entre eux, il y a toujours des petites subtilités. Ceux-là font partie des vins qui sont pas forcément très drôles à aller enlever de la voiture. Et pour extraire le joint spi problématique et le remplacer, c'est aussi une autre paire de manches. Ah, ça me fait chier parce que j'ai eu beau faire attention, j'ai quand même marqué les vérins avec l'étau. Là. Donc c'est doux, heureusement. Mais ça fait chier. Les joints à l'intérieur, c'est vraiment devenu de la guimauve, c'est impressionnant. Ouais, c'était un joint. Pour installer le nouveau joint, c'est un peu barbare, je trouve. Il va falloir rentrer en force là-dedans, sachant que en apparence comme ça on se dit que ça va pas marcher. Pour aider, je l'ai mis à bouillir, on va dire. Ok. Je crois qu'on était à 2 doigts de le déchirer. En jointerie, c'est quand même nettement plus facile. À ce stade, j'avais volontairement omis de déposer les 2 vérins auxiliaires de la capote qui sont les plus difficiles à extraire et à réinstaller.
Je voulais déjà voir comment se comportait le système après en avoir refait 10 sur les 12. Super. Bon, il y a un truc qui fuit à mort. Je dirais même des trucs, parce qu'à ce stade, il n'y avait qu'une seule explication. J'ai monté tous les joints SPI à l'envers. Donc j'ai tout recommencé. J'ai redémonté les 10 que j'avais déjà fait, et j'ai aussi démonté les 2 que j'avais pas fait, mais qui étaient vraiment compliqués. Et j'ai passé un mauvais moment. Bon, par contre, à la fin, il faut dire, j'étais rapide. Hein. Là, je vous en fais un sous vos yeux, en direct. Comment est-ce que je suis arrivé à commettre cette erreur stupide ? Ben, je m'étais préparé à cette éventualité, mais il faut savoir que le sens de montage du joint SPI est parfaitement contre-intuitif. Donc j'avais bien vu dans quel sens le monter, et je m'étais dit, attention, mets-les bien dans ce sens-là. Du con, parce que je me connais. Pris dans la concentration d'autres trucs, ben, j'ai fait tout l'inverse. Bref, donc j'ai tout refait, j'ai tout remonté, et là c'était le moment d'essayer. Et pour la première fois, avec ce foutu système sur lequel j'ai dû bosser une vingtaine d'heures minimum, il se passait enfin des trucs. Sauf qu'évidemment ça pouvait pas être parfait, ce foutu verrouillage arrière de capote voulait pas fonctionner. Et là je me suis dit que ce serait un problème pour un autre jour. Dans mon infinie sagesse, j'avais oublié de rebrancher un connecteur. Ça marche plus. Peut-être que la batterie est un peu faible, j'avais pas pensé à ça. Et voilà maintenant ce que ça donne, moteur en route et après quelques petits ajustements supplémentaires.
Peut-être que vous allez trouver ces scènes longues durant lesquelles je montre que tout fonctionne sur ce putain de système hydraulique de capote de mes deux, mais comprenez que j'y ai passé tellement de temps. J'éprouve un certain ravissement à le voir fonctionner de la sorte sans pisser tout son liquide par terre. Donc voilà, soyez compréhensifs. Ça pourrait facilement être la voiture de Georges. Quand tu utilises la capote et que je regarde pas le mécanisme faire son œuvre, j'ai un peu l'impression d'être le personnage du film qui s'éloigne d'une scène alors qu'une explosion gigantesque se produit derrière lui et il ne sourcille pas. J'y arrive pas encore tout à fait, mais j'essaye. C'est de nouveau un cabriolet. Et sur cette scène magnifique, ce ballet, cet orchestre synchronisé, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!